qui est le dernier. Oui. Merci. Stéphania. Bon. Et donc, voilà la place qui reste. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce premier débat, rendez-vous de Bibliotopia. Voilà, on est ravis de vous retrouver, on est ravis de vous accueillir, d'autant plus autour d'une question et non des moindres, c'est quoi l'amour? Donc, on va essayer d'y répondre en 1 heure. Hein, le défi vous est lancé à tous les trois. Et voilà, mais bon, c'est une magnifique question, évidemment, dans cette période de guerre, d'angoisse, de la catastrophe. On peut saluer celui qui a eu cette idée de parler d'amour pendant tout un week-end. Dieu sait que ça va nous ouvrir sur autre chose. Alors, c'est quoi l'amour? Céline disait, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Proust disait, l'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Je trouve que peut-être cette dernière définition intéressante, elle est assez proche de vos 3 livres qui nous rendent très sensibles à l'amour. Chacun de vous 3, aussi jeune que vous soyez, vous nous racontez une expérience d'amour, avec ses illusions, ses extases, ses blessures, sa solitude aussi. Parce que parler d'amour, c'est aussi parler de solitude, et ça, c'est assez passionnant quand on vous lit. Alors, dans vos 3 livres, on découvre un amour absolu, un amour romantique, un amour pragmatique, un amour accidentel. Un amour de passage, un amour d'engagement, un miracle ou une malédiction. C'est un amour qui se découvre dans la montagne ou dans les villes d'Europe. Il prend bien des formes et on va essayer de vous en parler pendant cette rencontre. Alors, Aurélie Lacroix, merci beaucoup d'être là. Vous publiez votre premier roman, L'unique objet de mon regard, aux éditions Cambourakis. Il est paru en septembre dernier. C'est le récit d'un amour fou. D'un amour de 15 ans qui, je peux le dire puisque c'est au début du livre, qui mène la narratrice dans un centre psychiatrique. Donc un amour fou, non pas seulement au sens symbolique, mais au sens propre, un amour destructeur, commencé à 19 ans, c'est un premier amour, un amour entre 2 filles et puis 2 femmes. Voilà, vous avez travaillé dans l'édition, vous travaillez toujours aujourd'hui dans la culture, vous vivez à Bordeaux. Et voilà, c'est aussi, on en parlera, un livre de femmes, parce que c'est un amour de femmes, mais aussi parce qu'il a de très très beaux personnages féminins, des seconds rôles, on dirait, au cinéma, qui sont la tante, votre tante, morte à 42 ans, votre collègue Virginie. Voilà, c'est aussi un livre, on peut le dire, sur le deuil et sur le lien mystérieux qu'entretient le deuil et l'amour. Pierrick Bailly, merci beaucoup d'être là. Donc, vous avez publié La Foudre, dont on va parler aux éditions Paul, en septembre dernier. C'est votre 5e roman. Vous êtes un écrivain d'ici, donc on est particulièrement content. On va parler aussi un peu de l'environnement, du paysage avec vous. Vous êtes un écrivain du Jura et votre roman se passe entre la France et la Suisse. Et vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a des lieux qui sont vraiment tout près d'ici. Vous racontez, au départ, le narrateur, c'est un berger, le personnage central, et donc il mène une vie de berger. Alors une vie de berger dans le Jura, c'est-à-dire, vous précisez, sans transhumance, et qui va vivre une histoire d'amour à plusieurs échelons, si je puis dire, puisque Julien, donc ce personnage principal, aime une femme qui en aime un autre, en tout cas qui est mariée à un autre. Dans ce livre, il y a Le silence des montagnes, et puis, il y a le tragique, qui prend une dimension particulière aussi par ce paysage de montagne sur lequel vous écrivez magnifiquement, puisque le mari de la femme que Julien aime a tué quelqu'un, au sein d'une lutte que les gens d'ici connaissent bien, puisque le mari est vétérinaire, il est très sensible à la défense des animaux, et il a tué un chasseur. Donc on touche là aussi, évidemment, à un débat profond des montagnes dans lesquelles nous sommes. On est dans une atmosphère particulière, gouvernée par le froid, et auprès d'un personnage qui peut aussi passer beaucoup de temps seul. Sa vie de berger l'impose, mais cette solitude est un lieu de joie aussi. Vous en parlerez. Stéphania Roussel, merci beaucoup d'être là. Alors vous avez publié Amour en 2022.
C'est un livre qui a touché beaucoup de gens. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé au New York Times, vous avez fait beaucoup de reportages sur des sujets parfois difficiles. Vous le racontez au début du livre, notamment l'exploitation d'êtres humains, l'esclavage sexuel. Vous avez été nominé pour ce reportage pour le Pulitzer. Vous signez aujourd'hui une très belle série dans Le Monde qui est proche de ce que vous montrez dans Amour, c'est-à-dire que vous allez à la rencontre de gens qui sont des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, et puis qui vous racontent ce que c'est pour eux dans Amour, l'amour. Donc c'est quoi l'amour? C'est la question que vous posez finalement à chacune des personnes que vous rencontrez. Et à travers cette question, on parle là aussi beaucoup de solitude, de mort, de deuil, mais aussi de renaissance. Donc c'est à vous que je vais poser la première question. Je l'ai dit, il y a beaucoup de personnages dans votre livre qui sont de tous âges, de tous milieux, de tous lieux en France. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de moment précis dans la vie pour aimer au mieux? D'après votre enquête. D'après votre enquête. La question c'est, y a-t-il un moment dans la vie où... est-ce que finalement, les gens que vous avez rencontrés, pour eux, est-ce que l'amour est toujours un accident qui leur tombe dessus comme ça? Alors, la plupart des... Enfin, chaque histoire est tellement différente, la façon dont ils tombent amoureux, et je pense pas que non, il n'y a pas un moment dans la vie où c'est le meilleur moment pour tomber amoureux, sinon je perds espoir. Mais non, mais ce qui est magnifique, c'est que justement, on peut tomber amoureux à n'importe quel âge, et on peut aussi, mais l'amour aussi fait également souffrir. Enfin, donc c'est parce qu'on parle d'amour, mais là vous parlez du présupposé que l'amour c'est magnifique, alors que quand on lit, j'en sais rien, comme vous dites, est-ce qu'il y a, alors que la plupart, enfin pas la plupart des gens que j'ai rencontrés, mais l'amour, c'est aussi, ça peut être énormément de souffrance pour d'autres personnes, pour certaines personnes, pour d'autres ça va être quelque chose de sublime, pour d'autres ça va être une nuit, pour certains ça va être quelques mois, mais ça dépend évidemment de ce qu'on dit derrière le mot amour, mais ce sentiment de petit papillon, oui, il est toujours au début, ça, on aime au mieux au début, et ensuite, bon, ça dépend, mais justement... on en parlait tout à l'heure en coulisses. On disait, il y a beaucoup de gens justement dans le livre qui racontent juste le début et qui s'accrochent au début. Donc ils se disent, mais moi j'aimais cette personne du début, mais en fait ils ne connaissaient pas cette personne. C'est parce que justement on dit qu'on tombe amoureux et pas on s'élève dans l'amour, par exemple. Alors Aurélie Lacroix, votre livre s'appelle L'unique objet de mon regard. Et je crois que ça en dit long sur ce que vous racontez, c'est-à-dire une passion. Est-ce que c'est ça la passion pour vous? C'est la définition que vous en donnez? C'est quelqu'un qui peu à peu va occuper tout le regard, c'est-à-dire tout l'espace de la vie de la narratrice. Je ne sais pas si c'est vraiment ça une passion. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est assez... pas étrange, mais très cohérent de me retrouver à un débat qui est sur c'est quoi l'amour, parce qu'il y a une phrase en fait que j'ai vue un jour dans un théâtre, c'était lors d'une lecture de Fou de Vincent d'Hervé Guibert, et comme ça je l'ai vue sur un très grand écran, et c'était qu'est-ce que c'était un amour, une obsession érotique ou une de mes inventions. Et donc, effectivement, dans ce projet, il y avait vraiment la question de se demander qu'est-ce que c'est l'amour. Et finalement, c'est assez difficile d'y répondre. En tout cas, l'amour que moi je mets en avant, effectivement, c'est une passion jusqu'à la déraison, où effectivement l'amour remplit autant qu'il détruit. Et je crois que la particularité de la passion amoureuse, peut-être, c'est vraiment qu'il faut éventuellement l'avoir vécue, je crois, pour pouvoir la raconter. Et puisque la passion amoureuse peut quand même nous mettre... qu'est-ce que ça fait l'amour? L'amour, ça peut mettre dans des états absolument incroyables, où effectivement, notre état de presque de... pas complètement, mais de survie est vraiment lié effectivement à un autre, peut-être pas à son regard, mais en tout cas à sa présence.
Et je pense aussi à Passion simple d'Annie Ernaux, où elle écrit très justement, avant, moi, quand je voyais les gens se mettre dans des états pareils, ça me paraissait complètement absurde, jusqu'à ce que ça me tombe dessus. Donc, qu'est-ce que c'est la passion amoureuse? Sûrement quelque chose qui nous tombe dessus, qui rend encore plus incontrôlable que l'amour l'est déjà, puisqu'il y en a qui aiment bien dissocier. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Passion et amour, voilà. Mais en tout cas, oui, quelque chose d'assez vertigineux. Alors, Pierrick, vous, on peut dire que c'est aussi le récit d'une passion. Et on pourrait l'appeler une passion simple. Enfin, elle est simple de l'extérieur, mais elle n'est pas simple pour le narrateur à vivre. Est-ce que vous êtes parti comme ça de cette idée que vous aviez envie de raconter une passion? Non, l'histoire d'amour dans le livre, elle n'était pas là au départ. Au départ, il y avait le mari de la personne qui va susciter cette relation amoureuse. Et je suis parti plutôt avec l'idée d'un livre qui raconterait une histoire d'amitié. Et puis en réfléchissant au personnage de l'ami, en me demandant quelle était sa vie, est-ce qu'il avait une famille, éventuellement une femme ou un homme, des enfants ou pas, à un moment j'ai vu la possibilité, oui, d'une histoire amoureuse, et j'ai d'abord freiné un peu cette piste-là. J'ai hésité à m'engouffrer dans cette voie-là, parce qu'il y avait une espèce de cliché quoi, qui devant moi, quoi, un canevas assez facile, je trouvais. Et en même temps, c'est peut-être l'idée de la facilité qui m'a fait m'y engager. J'ai vu comme un défi. Je me suis dit, plutôt que refuser la facilité, je vais l'affronter et puis essayer, si j'y arrive, en tout cas, de la dépasser ou de faire quoi, non pas de m'y soumettre à la facilité, mais d'en faire autre chose, quoi. D'affronter ce cliché-là. Donc, comme vous disiez, il y a un drame, un meurtre, un homme en prison, c'est l'ami. Cet homme a une femme, et le narrateur va tomber amoureux d'une femme dont le mari est en prison. Donc, voilà, sur le papier, ça peut faire un peu résumé de soap ou de drama, quoi. Il y a un truc assez simpliste, et en même temps, voilà, peut-être parce que j'ai l'esprit de contradiction, et typiquement quand je suis face à comme un cliché ou quelque chose de trop évident, plutôt que le fuir, j'aime bien me dire maintenant, autant y aller avec l'espoir de ne pas être trop dans quelque chose de facile, mais aussi avec l'envie d'y être au premier degré, et d'essayer d'explorer à fond. Voilà, c'est un peu contradictoire ce que je dis, et en même temps il y avait ces deux idées, à la fois évidemment d'éviter de ne pas écrire un roman à l'eau de rose un peu bébête, mais en même temps d'y aller au premier degré, sans ironie, et d'essayer d'y aller à fond, quoi. Je me suis dit, tant qu'à faire, si je choisis cette piste-là, à un moment de l'histoire d'amour, autant y aller à fond, pousser les curseurs au maximum, et donc aller dans ce qu'on appelle le mélo, et avec tout ce que ça peut impliquer, d'explorer vraiment cette question des sentiments de la manière la plus... Mais c'est un choix, contrairement à vos livres, où les récits sont issus de la vie, donc c'est quelque chose que vous avez d'abord vécu ou qui ont été vécus par les personnes. Moi, j'ai fait ce choix, j'aime bien, dans cette idée, j'aime bien l'idée de ne pas refuser quelque chose. Parfois, il y a beaucoup de livres, et parfois de très bons livres, qui se distinguent par ce qu'ils évitent, par ce qu'ils refusent d'affronter, et ça peut être très intelligent, ça peut être très, très bien comme démarche. Mais je trouve que ça peut être bien aussi de se dire, finalement, j'ai devant moi une sorte de forme populaire, et j'assume d'y aller à fond, et sans surplomb, sans vouloir soit déconstruire, soit déstructurer forcément, mais d'y aller avec ce que j'ai de plus simple, et peut-être aussi un peu je sais pas, c'est pas universel le mot, mais de plus partageable, quoi, ce qui est de plus commun à nous tous, quoi.
C'est-à-dire, oui, la capacité à aimer, quoi, tout simplement, à éprouver des émotions, à avoir des sentiments. Et ça, je pense quand même que ça traverse tout le monde, quoi. Aurélie Lacroix, pour décrire cet amour, parce que vraiment, je crois que la force de vos livres, c'est que vous allez dans le quotidien, dans le concret de l'amour, jusque dans ses souffrances. Et Aurélie Lacroix, la narratrice, elle dit souvent qu'elle s'efface. C'est assez fort, qu'elle ne se sent plus exister lorsque l'autre, la quitte. Et à plusieurs reprises, vous dites finalement, l'amour, c'est comme une addiction pour elle. Et elle se sent vivante que quand elle est en présence de l'amour. Est-ce que ça vous est apparu à l'écriture, ça ? Effectivement, oui, puisque le projet, c'était de revenir sur une passion qui a la particularité de durer 15 ans. Parce qu'une passion comme ça, pas que dans l'imaginaire collectif, mais on voit plutôt une image très, comme un éclair, un surgissement. Et voilà. Là, la particularité de cette histoire d'amour entre ces deux femmes, c'est la durée, parce qu'elles se rencontrent très tôt, donc ça amplifie aussi. Et c'est vrai que... alors c'est étrange parce que oui, c'est vrai qu'il est écrit que la narratrice s'efface. C'est aussi un texte où il est beaucoup question de regard et d'apparition et de disparition. Et en même temps, le personnage de E, qui est l'être aimé de la narratrice, est assez immatériel, donc est aussi pas mal effacé. Donc il y a tout ce jeu d'éclairage, d'équilibre. Mais oui, l'amour, en tout cas pour la narratrice, est une véritable addiction, effectivement, comme quelque chose dans lequel on replonge et de dangereux, et dans lequel on peut, pour autant, ne pas s'en passer. Donc, oui, l'amour peut être une drogue, oui, véritablement, qui laisse des séquelles, je crois, qu'est-ce qui se passe quand on est drogué? Quand on n'a plus sa drogue, on est en manque. Donc, et comment on comble quand on est dépendant à une substance, malgré toute notre bonne volonté, il y a toujours un moyen de combler, en fait. Parce que si on est dépendant à l'alcool, on peut descendre une bouteille d'alcool, même si on sait que c'est pas ça qu'il faut faire. Quand l'être aimé s'en va, voilà. Mais ça a été prouvé scientifiquement au niveau du cerveau que l'amour peut être associé, parce que le fait d'être amoureux, même si on n'aime pas tous avec la même intensité, génère quelque chose en fait dans le cerveau. C'est très aussi scientifique, mais oui, en tout cas, la passion que je décris, c'est une passion dépendante. Oui. Stéphania, c'est très présent ça dans votre livre, chez un certain nombre de gens, cette addiction parfois destructrice, parfois merveilleuse. Oui, c'est vrai que il faut savoir que j'ai parlé à peu près 150 personnes, j'ai dormi chez à peu près 100 personnes, donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec eux. Donc c'était les personnes que j'ai rencontrées qui me racontent donc leurs histoires d'amour. Il y a à peu près 70 histoires d'amour. Enfin, c'est vraiment des récits de personnes que j'ai rencontrées. Donc après la sélection, c'est vrai qu'à chaque fois, très souvent, il y avait beaucoup de solitude ou de tristesse parce qu'il y avait cette addiction, et comme la personne n'est plus là, les gens se sentaient très très seuls. Donc par exemple là, je pense à Delphine qui disait qu'elle ne tombait amoureuse que quand elle se rendait compte que la personne allait la quitter. Vous voyez, là je parle de Nicolas Bernouilli. Donc là, lui, il est tombé amoureux de sa femme parce que justement, c'est l'amour que la plupart des gens se représentent. Ils habitent c'est la nature qui fait, et de voir sa femme dans la nature qui fait qu'il est amoureux d'elle. Là, je vois, je suis en train de regarder par exemple Liliane Pertin et Michel Pertin. Elle disait, mais écoute, elle le regarde, elle dit, mais ils m'aiment. Enfin, je dînais avec eux. Tu es donc Michel, je suis Liliane. Et Liliane, devant lui, dit, mais de toute façon, il m'étouffe, il m'aime trop.
Et lui, il était, c'est vrai qu'on sait, notre amour, c'est un peu un feu follet, mais si elle n'était pas là, je pense que je me suiciderais, quoi. Donc, sans cette drogue dont elle parle, même si c'est de l'amour c'est de la torture presque, il reste quand même parce qu'il se dit vaut mieux ça qu'être seul, quoi. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, par exemple là on en parlait aussi tout à l'heure, Joël que j'ai rencontré, je suis allée aussi en Martinique, à Saint-Martin, à Guadeloupe, et elle s'était fait fracasser la mâchoire et elle me disait mais je reste parce que je sais qu'il m'aime. Et donc c'est vraiment, oui, et je vous dis, les gens, je ne les ai pas choisis, donc je les rencontrais vraiment un peu au hasard. Donc c'est vrai que ça revenait très souvent. Céline, pareil, elle était amoureuse d'un monsieur qui l'a tapée. Après, Marc. Mais ce qui était intéressant, par exemple, là je vois Marc qui jamais de sa vie, pareil, cette drogue, il a dit, je ne peux jamais vivre seul. Genre, il me disait, mais genre, je suis toujours obligée d'être avec une nana, il faut que je trouve une nana, j'achète des billets par 2 en me disant, je trouverai une nana. Et en fait, il disait, là quand je l'ai rencontré, il disait, c'est la première fois que je décide d'être seule. Et c'est ça aussi souvent, la plupart des gens qui sortaient de leur souffrance, c'est qu'on se disait, mais en fait, il faut que j'apprenne à m'aimer d'abord, et comme ça, je saurais peut-être sortir de cette addiction et de savoir, en fait, je peux être seule et sortir de l'addiction de l'amour qui fait souffrir. Alors, au départ, vous n'étiez pas parti avec cette vision un peu sombre de l'amour, puisque vous racontez dans votre très belle introduction, vous allez nous en lire un passage, que las des terrains de guerre, vous aviez décidé de vous remonter le moral, en quelque sorte, en allant chercher l'amour chez les gens. Est-ce que vous voulez lire ces très belles pages? Et puis un jour d'été, je me suis retrouvée devant Marcel, mon berger des Pyrénées. Et après encore un petit pastis, il m'a dit « L'être humain n'est pas terrible, il est mauvais. J'aime pas les gens en fait. Ils sont tordus. Moi je les évite. Tous. J'aurais préféré être un chien. » Et pourtant, il était plus seul là-haut dans sa montagne. Il s'était marié avec Katia. Si je l'aime, je sais pas. C'est un mot bizarre, je sais pas trop, je me sens aimée, elle s'occupe de moi, un peu trop même, mais j'y tiens, et je me sens bien avec elle. Marcel avait raison. L'être humain n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément mauvais, mais il aime. Alfred de Musset nous l'avait dit. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. » C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Donc oui, malgré tout, ce voyage m'a sauvée, parce que oui, l'amour existe, la douceur et la tendresse surtout. Ils m'ont réparé le cœur, j'espère qu'ils répareront le vôtre. Est-ce que l'amour peut sauver le monde? Je ne sais pas. Il y a des jours où j'en suis persuadée, et d'autres absolument pas. Alors dans ces moments-là, je pense à Laurence, une ancienne prof d'économie chez qui j'ai dormi. Je me souviens, en partant de chez elle, j'ai baissé la vitre, je vais vous refaire le mouvement, pour lui dire au revoir une dernière fois. Et là, elle me regarde, elle me dit « Vive la résistance !» Je dis « Mais c'était vrai ?» Philippe, Julie, Gérard, Roland, Noé, Jean-Patrice, Élise, Chantal, nous formions tous ensemble la résistance de l'amour, la résistance contre l'horreur. Et leurs témoignages en sont le journal de bord. Alors oui, vive la résistance. Donc vous y croyez un peu quand même. Et oui, j'y crois. Non, mais en fait, ce que je crois, c'est juste, je crois en la rencontre. Alors la rencontre. Justement, parlons-en de la rencontre. Pierrick Bailly, c'est intéressant parce que la rencontre, votre personnage, Julien, n'était pas fait pour l'amour, a priori.
un homme qui vit dans la solitude. Bon, il a eu quelques femmes quand même, c'est vrai, et puis il n'était pas dans la solitude totale, mais est-ce qu'on peut dire quand même que cette rencontre est une divine surprise dans sa vie? Oui, on peut le dire, c'est aussi un accident. Tout à l'heure, vous parliez de l'idée d'un accident, j'aimais bien le mot. Mais moi, par contre, je pense qu'il est fait pour l'amour, et peut-être même qu'il est fait pour l'amour du fait de son goût pour la solitude. D'ailleurs, il raconte un petit peu, parce que c'est un narrateur dans le livre, donc il évoque ses années d'enfance, d'adolescence, et il se dépeint même dès ce moment-là comme un petit garçon romantique, comme un petit garçon amoureux. Et d'ailleurs, je crois même que ce qui lui permet d'être amoureux dès l'enfance, c'est peut-être un rapport un peu contrarié avec le collectif. Peut-être que quand on est enfant, et typiquement pour un garçon, le collectif empêche un peu l'accès aux sentiments amoureux, l'idée de la bande de copains, ou encore plus de la pratique sportive, voilà, le foot ou quoi. Ça tient un peu les filles éloignées, puis ça remplit en fait, ça remplit la vie tout simplement, alors que j'ai l'impression que pour aimer, il faut être capable d'avoir une vie intérieure, de s'ennuyer même. Faut passer du temps seul. Et c'est pour ça aussi que ce personnage est berger. Il se retrouve 5 mois par an dans un estier à garder ses moutons. Et on peut se dire qu'en effet, aimant être seul, il est un peu sauvage, qu'il y a même quelque chose où on peut croire qu'il rejette l'autre ou l'humanité, comme Marcel d'ailleurs, le berger dans les Pyrénées. Et pourtant, lui, il justifie son choix de métier, d'isolement, par le fait qu'il a une vie intérieure assez riche, et qui dit vie intérieure dit voix intérieure, quoi. Et cette voix intérieure, ce qui l'occupe essentiellement, ce qui la justifie essentiellement, c'est quand même le fait de penser, de se rappeler ou de se projeter dans des histoires d'amour. Par contre, ce qui est juste dans ce que vous disiez, c'est qu'au moment où on le saisit dans le roman, il a une compagne, mais à ce moment-là, leur histoire, elle n'est pas très puissante, quoi. Elle est assez déclinante. C'est ce qui va d'ailleurs permettre à cette passion, à cet accident d'exister, quoi. Mais quand même, je crois que la solitude est un présupposé peut-être au sentiment amoureux, ou même au sentiment en général, quoi. Mais justement, est-ce que vous voulez bien lire un passage qui évoque la solitude du personnage, et puis qui évoque aussi ce rapport qu'il a à la nature et au paysage du Jura, et à ce mystère des montagnes, et qui peut-être aussi nourrit en lui le goût du mystère des sentiments. Je pensais, juste avant de le lire, je pensais à un des portraits du livre de Stéphania, qui moi, m'a marqué. On est toujours marqué par les trucs qui résonnent. C'est un jeune homme qui confesse, lui, n'avoir jamais eu d'histoire, un jeune Allemand, Philippe, je crois. Ouais, Philippe, ouais. Et en même temps, il dit, il doit avoir 25-30 ans, quelque chose comme ça, mais il dit pas, ça m'a jamais intéressé, au contraire. Il dit, il n'y a que ça qui m'intéresse, qui m'obsède, et pourtant, j'ai jamais rien vécu. Et voilà, c'est un peu cette contradiction-là, quoi, dans laquelle se trouve aussi le berger, qui finalement ne sort pas tous les soirs, ne rencontre pas des femmes tous les soirs, mais qui est un peu hanté par ces questions-là, malgré tout, quoi. Donc on n'est pas très loin d'ici, mais en France, le sommet du Reculais, ça parlera à certains. C'est pas le Mont Tendre, mais c'est pas loin. Assis au sommet du Reculais, face au Mont Blanc, j'évoque mes lointains ancêtres italiens qui ont traversé les Alpes à pied avec leurs troupeaux pour venir s'établir en Suisse, tout au fond, là-bas, à l'autre bout du lac. Et en redescendant au milieu des hêtres majestueux, je reviens sur ma dernière rencontre avec le lynx, dans cette même forêt, il y a 2 ans, pendant une sortie en raquette. Souvent, quand je me promène seul, j'aperçois des silhouettes au loin que je n'arrive pas à identifier. Renards, chiens,
chat forestier. Mais comme je ne sais pas vraiment, il peut tout aussi bien s'agir d'un lynx. Dans le doute, je finis par me dire que ce n'en était pas un, que c'était autre chose. Il y a 2 ans, je suis absolument certain que c'était un lynx. Il s'est enfui devant moi. Il ne m'a pas montré sa face, mais j'ai eu le temps d'observer son pelage tacheté et sa queue courte et trapue à l'extrémité noire. Une entrevue que je suis tenté d'interpréter comme un signe précurseur de ce qui m'arrive aujourd'hui. L'apparition du lynx pour annoncer le retour d'Alexandre dans ma vie. Ah, on se prête facilement à ce genre d'extrapolation, petits humains que nous sommes. Voilà, c'est la chute. Je me souviens d'avoir hésité à la laisser. Je me disais, parce qu'elle vise un peu à désamorcer le côté solennel, l'idée de l'apparition d'un lynx, l'apparition d'un animal qui aurait une symbolique, un sens. On est tous à avoir ce genre d'idée parfois quand on croise, à se dire c'est un signe, c'est l'idée du signe. Et cette idée du signe, elle est quand même un peu bébête dans le fond si on y réfléchit 2 secondes. Et en même temps, c'est un peu ce que je disais au début. J'hésitais à la laisser parce que je me disais, là, ça fait un peu petit malin, ironie, distance. Et moi, je veux quand même qu'on y croie à cette histoire et qu'on croie à ce personnage. Donc, s'il désamorce chaque chose un peu sérieuse qu'il dit. Et pourtant, je n'ai pas réussi à assumer totalement l'idée du signe. Et voilà, donc finalement, je l'ai laissé. Et il se trompe de toute façon, parce que le vrai événement, ce n'est pas le retour d'Alexandre dans sa vie. Non, c'est vrai. C'est ce que va provoquer le retour d'Alexandre, oui, bien sûr. Et ça, il ne pouvait pas le savoir. Et Alexandre, finalement, c'est celui qui va permettre la rencontre, mais c'est une figure de transition plus. Et c'est vrai qu'au départ, on imagine qu'il va y avoir des enjeux forts entre le narrateur et Alexandre, alors que c'est avec la femme d'Alexandre que les enjeux vont exister, mais avec toujours la présence un peu fantomatique d'Alexandre qui, à mon avis, rajoute un petit peu de danger et de trouble aussi. Alors, Aurélie Lacroix, ce qui rythme votre livre et qui en fait sa forme, c'est ce mouvement. C'est-à-dire que nous avons parlé de la dépression, de la douleur, etc., mais il y a aussi des moments de joie et d'amour. Et c'est ce balancement qui est pour vous le mouvement de l'amour, c'est-à-dire entre l'extase et la chute, quoi. Oui, effectivement. En tout cas, c'est vrai que pour moi, tout l'enjeu du texte, c'était vraiment le rythme et la structure narrative, parce que justement, je me disais comment on résume 15 ans d'amour sans que ça devienne, parce que c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est un amour très tumultueux, donc qui est fait de retrouvailles, de ruptures, comme ça, de manière incessante. Donc, je me disais, ça va être extrêmement répétitif. Donc, effectivement, il faut choisir des moments. Et puis, surtout, pour moi, il était très important que cette histoire, comme c'est une sorte de très grande rétrospective, en fait, de cet amour, qu'elle ne soit absolument pas... qu'elle n'ait absolument pas une chronologie linéaire. Et donc c'est aussi ce qui crée effectivement ce mouvement d'avant, de revenir. J'ai aussi énormément joué dans l'écriture sur les temps, et je crois que ce rythme et ces temps et ces mouvements incessants créent aussi une espèce d'apnée, de vertige. Je pense que ça provoque ça en fait chez les lecteurs. Mais c'est vrai que la construction pour moi, est très importante parce que finalement, cette forme répond énormément au fond. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si finalement, je ne trouvais pas parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'amour ? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, cet amour-là, voilà, c'est très difficile de dire. Je rejoins la phrase de Gisbert. Qu'est-ce que c'était ? Justement, quand un amour s'arrête, c'est évidemment la question qu'on se pose, mais qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce qui fait que j'ai autant de chagrin ? Est-ce que j'ai pas tout inventé ? Voilà, on n'en sait rien. Donc en tout cas, moi je me disais, si je suis pas tout à fait en capacité de pouvoir répondre à la question qu'est-ce que c'est, je vais essayer d'expliquer comment c'était.
Et donc c'est aussi grâce effectivement à cette structure qui est une structure très kaléidoscopique. Enfin, c'est un vrai puzzle. Je m'amuse à dire que c'est mieux de le lire dans l'ordre que j'ai choisi, mais je pense que si on va faire des équipes, si les gens le lisaient dans un autre ordre, je pense qu'ils auraient lu le même livre, voilà, puisque ce n'est pas il n'y a pas de chronologie linéaire, et en même temps le fait que voilà, ça revienne, que ça soit comme une boucle, ça crée aussi, je pense, à un moment donné, même si c'est assez fluide, une espèce de tourbillon et de flou dans lequel on accepte de se laisser bercer, et qui est pour moi tout à fait la définition même de la passion. Pour revenir sur votre précédente question, il y a un passage dans le livre de Pierrick qui m'a énormément touchée, parce qu'il paraît très simple et pour moi il résume énormément de choses, du sentiment amoureux. C'est donc en fait une scène où le personnage principal, il ne se sépare pas, ils se quittent juste un après-midi, la journée se termine, donc ils rentrent chacun chez eux. Et j'espère que je n'ai pas inventé, et le personnage dit en fait, moi j'avais tout le temps, il sait qu'il va la revoir, hein. Il ne sait pas forcément ce que va devenir leur histoire, mais il sait qu'il va la revoir. Il dit, moi j'avais tout le temps envie de pleurer. Et il ne peut rien faire d'autre alors qu'il est entouré, qu'il y a des gens... Pour répondre à votre question précédente, en fait, oui, il y a un truc comme ça où tout est fade autour, on ne sait pas pourquoi c'est cette personne-là, et je trouvais ça très juste, en fait. En fait, j'ai juste envie de pleurer, et ça va pas, en fait. Ça va pas, alors que je sais qu'on va se revoir, mais ça va pas parce qu'elle n'est pas là. Et on parlait de solitude, donc Pierrick en parlait très bien comme d'une solitude finalement nécessaire à l'amour, mais la solitude pour votre narratrice, c'est quand même quelque chose de terriblement angoissant, non, au fur et à mesure, parce que la solitude, c'est sans elle, sans eux. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si c'est la solitude avec un grand S, ou si effectivement c'est la solitude... sans la présence de eux. Mais parce que de la même manière que, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, mais quand on dit souvent, non, mais c'est pas la personne qui te manque, c'est l'amour. Et voilà, on sent bien en fait chez la narratrice que non, c'est pas l'amour, c'est eux. Et donc si c'est eux, parce que effectivement, c'est plus qu'une passion pour la narratrice, c'est une trajectoire de vie en fait, c'est son idéal de vie. Donc quand ça s'arrête, ça remet quand même tout en question. Et donc effectivement que ça entraîne un sentiment de solitude ultime, puisqu'il n'est pas comblable, puisqu'en fait c'est pas l'amour, c'est eux. Alors Stéphania, vous faites une enquête sur l'amour, mais finalement, ceux que vous rencontrez ne parlent pas toujours d'amour. Il y a un certain nombre d'amours où ce sont des gens qui ne se sont jamais dit qu'ils s'aimaient. Et ces amours-là n'ont pas moins de valeur. Est-ce que vous avez été surprise de ça, d'un amour qui ne se paye pas de mots, en quelque sorte ? La question, c'est entre deux... Est-ce que l'amour, vous décrivez beaucoup le quotidien de l'amour ? Oui, c'est ça l'amour. Voilà, c'est le quotidien. Voilà. Oui, non, c'est... voilà une réponse. Voilà une réponse, c'est le quotidien. Non, mais c'est vrai que c'est souvent dans les gestes, l'amour. Et par exemple, là, je pense à Nicolas qui dit tous les soirs... il y a ma fille qui s'endort auprès de sa maman et je la prends dans les bras et je la remets dans son lit. Ça va être... c'est vrai que ça peut... c'est vrai que le quotidien des gens, c'est la vraie vie des gens. C'est notre vie et c'est vrai que c'est là où souvent on voit les petits gestes du quotidien qui permettent de dire... de se rendre compte de l'amour de l'autre. C'est... de lui faire à manger. Je vois tous les différents témoignages que j'ai. Par exemple, là, je pense à un couple, mais qui était tellement mignon. C'est Paul
Xavier, Paul. Et Paul, en fait, coupe les ongles des orteils de... Je ferai ça un autre jour. Et c'est hyper beau. Et donc, il raconte comment il lui coupe les ongles, comment il l'amasse parce qu'elle ne peut plus se baisser pour couper ses ongles, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des petits détails qui étaient magnifiques. Ensuite, ça peut être... Frédéric, enfin après ça, encore, là j'allais repartir sur l'amour destructeur, mais parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai que très souvent c'est là par exemple je pense à Marie Devet que j'avais rencontrée à Chamonix et elle disait qu'enfin elle se sentait ça faisait des années qu'elle n'était pas à l'aise avec son corps et que là, il se baladait à poil et elle adorait ça et qu'elle se sentait enfin bien dans sa peau, quoi, de pouvoir se promener nue, de se montrer nue, enfin voilà, de se montrer nue, de ne pas avoir peur de marcher dans sa maison toute nue et que ça, pour elle, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu de sa vie alors qu'elle était avec un homme pendant 30 ans. Et que là, c'était pas un amour passionnel ce qu'ils vivaient, c'était un amour, c'était l'amour simple où ils ont appris à se connaître en faisant de la randonnée. Et là, enfin, elle était à l'aise avec son corps et de le voir aussi se balader à poil et tout, ils étaient contents, quoi. Donc c'était très touchant. Bon, mais l'amour, c'est aussi la rupture, hein, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et évidemment, Aurélie Lacroix, c'est à vous que je m'adresse, puisque c'est le sujet de votre livre. Et on va vous écouter. Merci. L'autre s'en va et la vie devient différente. Chaque matin rappelle l'absence, chaque matin ravive son poids écrasant. À chaque réveil, ma première pensée lui était destinée. Est-elle toujours dans ma vie ? Non, elle n'était plus dans ma vie. Nous nous étions trop aimés, nous nous étions mal aimés. Pourtant, nous nous étions toujours attendus, incapables de nous oublier, même quand nous nous l'ordonnions, même quand l'autre était catégorique. Nous avions lutté en vain. Eux m'avaient souvent raconté ces nuits passées avec son portable dans la main, espérant qu'il sonnerait, priant pour que mon nom apparaisse sur l'écran. J'avais décrit les miennes. La torpeur dans laquelle me plongeaient les ruptures que je pensais toujours définitives, malgré les changements d'avis, malgré les réconciliations. Mais cette fois, c'était vraiment fini. Chaque matin de ce printemps de 2017, j'étais l'héroïne du roman épistolaire de AAX de John Berger. J'étais Aïda. Chaque nuit, je t'assemble à nouveau, un nom après l'autre, tous délicats, écrit-elle à son amoureux. C'est ce que je faisais tous les soirs pour m'aider à traverser la nuit. À mon réveil, eux étaient de nouveau assemblés. J'essayais de la garder entière le plus longtemps possible. Je savais que dès que je me mettrais en mouvement, dès que je poserais un pied par terre, la journée allait la disloquer à nouveau, jusqu'au soir où, avec application, je la remonterais de A à Z. Il m'a fallu du temps pour la retirer de la liste de mes amis Facebook. Je ne la gardais pas pour voir ce qu'elle postait. Elle ne postait rien. C'était pour la petite lumière verte. Cette lumière, en bas à droite de la photo de profil, qui s'allume lorsqu'on est connecté. La voir allumée la rendait à nouveau vivante. La voir allumée me reliait à elle, moi qui n'avais plus le droit de l'appeler, ni de la voir. Et quand c'était trop difficile, je me disais, je l'appellerai demain. Le lendemain, je me répétais la même chose, et ainsi de suite. Au bout de 2 ans, j'ai enfin éteint la lumière en la supprimant de mes contacts. La petite lumière verte, évidemment, ça nous renvoie à un grand roman d'amour, le Gatsby de Fitzgerald. Est-ce que vous avez comme ça, vous aviez en écrivant tous les trois des romans d'amour qui vous accompagnaient à l'écriture ? Pour moi, absolument pas. Moi, j'en ai déjà parlé. En fait, c'est vrai qu'il y avait cette phrase d'Hervé Guibert de Fou de Vincent. Et puis, je n'avais jamais lu Passion simple. Et donc, je l'ai lu au moment de l'écriture. Mais il y a un autre récit qui m'a énormément accompagnée et qui, évidemment, d'une certaine manière, est aussi... Alors, on ne placerait pas le roman d'amour à cet endroit. En plus, là, c'est un récit. Mais c'est L'année de la pensée magique de Joan Didion. Voilà, suite à la disparition de son mari,
une disparition très soudaine. Elle écrit et donc il y a cette espèce de chagrin et voilà. Et finalement, j'aurais jamais pensé répondre ça à cette question, mais pour moi, en fait, c'est un vrai récit, texte ou roman d'amour. Oui, oui. Mais je pense que quand on se demande, puisqu'on n'attend pas tous la même chose de l'amour, on le romantise pas de la même manière. Et c'est La Rochefoucauld qui disait que on ne serait jamais tombé amoureux si on n'avait pas lu des romans d'amour. Et donc je pense que selon ce qu'on lit, selon ce qu'on voit, je pense aux films, moi j'adorais les drames par exemple, je pense que ça conditionne en fait notre vision de l'amour et nos attentes de l'amour. Voilà, c'est peut-être ce que je pourrais dire. C'est vrai que c'est un livre, le livre d'Aurélie, qui donne envie de lire d'autres livres. Il y a des livres, parce que tu évoques beaucoup de lectures, de pièces, de films, et parfois ça rappelle même des livres qu'on a lus, et ça donne envie de les relire. Je ne sais plus si j'ai pensé concrètement, mais Passion simple, j'ai dû le relire quand je pensais à ce livre. Et puis, j'ai beaucoup aimé Duras quand j'étais un peu plus jeune. Je continue à beaucoup aimer. Et je pense que voilà, ça devait être un peu là, quelque part. Et même tout simplement L'Amant, quoi, par exemple. On pense à un écrivain, quand on vous lit, Pierrick, c'est Henri David Thoreau, parce que votre personnage est un peu un Walden, hein, il vit dans les bois. Et il est comme vous, Henri David Thoreau, il disait, c'était quelqu'un de passionné par l'amour, ce qui peut paraître paradoxal, mais vous nous avez expliqué que non. Et il disait, il n'y a qu'un remède à l'amour, c'est aimer davantage. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça tous les trois ? Oui. Enfin, moi, je suis amoureuse de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et donc, il faut aimer, enfin, évidemment. C'est ça qui nous fait tenir. C'est ce que je disais. C'est ça la résistance, quoi. C'est de continuer à toujours aimer l'autre. Et que ce soit des amis ou la nature, mais vraiment de mener sa vie avec l'amour de l'autre. Que ça soit vraiment quelque chose qui moi, c'est ça qui me guide tout le temps. C'est toujours... c'est la rencontre avec l'autre, c'est le partage, et de toujours essayer de vivre sa vie justement en essayant de partager des choses ensemble. Donc oui, pour moi, il faut toujours se relever et garder espoir, pas forcément une rencontre amoureuse, mais d'aimer profondément l'être humain, quoi. Oui, moi je suis assez... D'accord, dans aimer davantage. En plus, j'entends une sorte, je crois que c'est ça, aussi d'apprentissage. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que tous les gens qui ont été blessés ou meurtris, apparemment, ne renonceront pas à l'amour. Parce que oui, l'amour, d'accord, ça peut faire extrêmement mal, mais ça peut aussi rendre extrêmement heureux. Ça peut nous modifier. Et la vie est quand même assez courte. Et même si certains estiment qu'elle est longue, mais elle est quand même très courte. Et je ne sais pas, on n'attend peut-être pas tous les mêmes questions à la fin. Visiblement, personne ne va nous poser une question à la fin. Mais moi, ce serait beaucoup, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as été aimé ? Voilà, moi, c'est à la fin de ma vie, j'aimerais savoir si j'ai été aimée et si j'ai aimé. Et pour moi, la vie, c'est pas que ça, mais ça tourne quand même beaucoup. Et au sentiment, en fait, aussi d'aimer. Et ça peut être aussi aimer faire quelque chose, aimer une œuvre d'art, mais en fait, quelque chose de l'ordre de l'émotion, de la palpitation, du sentiment actif, oui. Donc, oui, aimer davantage, bien sûr. Je crois que c'est ce qui guide le héros du livre, le narrateur, au début, parce qu'il a une histoire qui est pas trop mal, et puis une autre figure surgit, et s'il choisit de céder à la passion, c'est avec cette idée-là que peut-être ça va lui permettre d'aimer plus fort ou d'aimer plus, quoi. Sauf que ça va pas très bien se finir pour lui, donc je dirais que c'est dangereux l'idée de vouloir aimer davantage, qu'on peut y laisser des plumes, que ça peut être destructeur. Et peut-être que c'est une idée avec laquelle il faut être prudent, ou en tout cas, dans l'absolu, moi, je n'ai pas forcément de réponse à ce genre de questions, mais dans les livres, les personnages sont toujours aux prises de ce genre de questions. Et
Et dans le cas de cette histoire-là, à avoir voulu essayer d'aimer davantage, eh ben, il va finir par perdre beaucoup. Donc lui, au milieu du livre, il dirait oui, un grand oui, mais évidemment, il montre... Et voilà, il crierait ça très fort, et à la fin, il dirait que peut-être le jeu n'en vaut pas la chandelle, et qu'il aurait peut-être mieux fait de rester dans le petit confort qui était le sien au début, quoi. Il serait peut-être tombé moins bas à la fin, mais bon, il vaut peut-être mieux vivre avec intensité que trop platement. Donc, parce qu'il faut dire que la scène de rupture, vous qui n'êtes vraiment pas un lyrique, la scène de rupture, oui, je ne sais pas si je dois le raconter, mais enfin, la scène de rupture à un moment dans le livre, vous la faites durer, et vraiment, vous avez voulu montrer que cet homme perd beaucoup. Il perd beaucoup de lui-même. Oui, mais c'est aussi sa personnalité qui transparaît à ce moment-là. C'est que c'est dur pour lui en fait, c'est tout bêtement dur de dire à une femme qui continue à aimer un peu, pour qui il a énormément de respect, il a énormément de considération, de lui dire que leur histoire s'arrête là, et uniquement parce qu'il y a quelqu'un d'autre, parce qu'il sait qu'il va lui faire beaucoup de mal, et parce que voilà, il se quitte pas à cause d'un conflit ou d'une situation qui est trop compliquée entre eux, mais parce qu'il y a simplement une autre personne qui l'attire. Et je crois que c'est aussi une forme de respect pour ce personnage qui s'appelle Héloïse, qui transparaît à ce moment-là, quoi, de la part du narrateur. Il ne veut pas faire ça Il le dit d'ailleurs, il joue de tout ça, il veut évidemment pas faire ça en 2 SMS, il comprend la souffrance dans laquelle il va la plonger, il souffre d'ailleurs de ce qu'il va créer chez elle, et il voudrait ne pas avoir à lui imposer ça, à lui faire vivre ça. Il pense à elle, en fait, tout simplement, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il veut prendre le temps, qu'il veut être disponible, qu'il veut faire ça intelligemment. Et voilà, et souvent, l'idée dans les relations, dans plein de choses, j'ai l'impression d'essayer d'être intelligent implique, je crois, l'idée de prendre son temps, quoi. C'est peut-être j'allais dire c'est un luxe, mais non, c'est pas un luxe du tout, même si ça l'est à notre époque par bien des aspects, mais c'est quelque chose c'est une autre question, et c'est une autre donnée fondamentale dans la vie, l'idée du temps. Et donc à ce moment-là, oui, en effet, c'est un peu long, et il veut prendre ce temps. Est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos 3 écrivains, ou pour les 3 ? Sur l'amour, hein, vous avez compris l'idée du jour. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a différentes sortes de temps, comme dans l'amour, des temps compressés, des temps longs, des temps... Est-ce que les temps... c'est quelque chose d'essentiel dans l'amour? Oui, je crois que vous avez raison, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en effet, il y a différentes phases, et en effet, cette idée qu'à certains moments, on a l'impression que ça va très vite, et puis on a envie que ça aille très vite, et puis peut-être qu'il y a une phase qui ensuite implique un peu le temps long, et une sorte d'apprivoisement de l'autre, et tout ça, et qui est quelque chose de très différent. Je ne sais pas s'il y a nécessairement la passion puis le quotidien. Il peut d'ailleurs... en fait, on peut moduler ces périodes. Je pense que chaque histoire, justement, s'écrit différemment, et on le voit bien dans vos 2 livres.
Et je pense qu'il est même possible de tomber amoureux après 10 ans de relation, quoi. De tomber vraiment amoureux, de découvrir, à force de cohabitation, on se met à se rendre compte qu'on vit avec quelqu'un qui nous passionne bien plus qu'au début. Ça ne me semble pas impossible. Et c'est peut-être un cliché, le fait... Quoi, après, ça, c'est peut-être mon histoire ou mes histoires, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce n'est pas toujours les 6 premiers mois qui sont géniaux, et ensuite, à force de quotidien, quelque chose s'abîme. Il y a quelque chose que je trouve un peu trop simpliste dans cette version-là. Je pense qu'il y a beaucoup à vivre, à éprouver dans une relation qui dure, et dans ce qui va se passer au-delà de la première année ou des 10 premières années. Moi, je suis toujours touché, mais je pense qu'on l'est peut-être un peu tous par les histoires qui durent et les récits des histoires qui durent. Et c'est ça qui est beau souvent dans les témoignages dans ton livre de ces personnes qui ont passé 30 ou 40 ans ensemble, et puis qui évidemment n'ont pas tout aimé partager, mais qui retiennent quand même des moments, et puis qui à un moment se sont fondus l'une à l'autre sur certains points, et qui ont créé un troisième être, quoi, comme une troisième, comme quelque chose d'absolument unique. Et cette complicité, elle se ressent souvent elle est difficile à définir, et elle est toujours propre à chaque histoire. Et parfois, on perçoit quelque chose chez les gens qui vivent ensemble depuis longtemps, qui leur appartient à eux, un petit truc qui sont construits, dont on est totalement extérieur et qui fait un peu envie. Je sais pas, ça prend presque la forme d'une petite œuvre d'art qui flotterait entre eux, au-dessus d'eux, quelque chose d'abstrait et qu'on perçoit et qui nous touche. Une autre question, peut-être? Oh. Moi, j'ai une petite question, c'était savoir quelle était la place de la chance dans l'histoire d'amour, et je m'en reposais quelle est la place du travail. Enfin, est-ce qu'une histoire d'amour, c'est être chanceux, c'est vivre cette chance, ou est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il y a aussi une histoire d'effort et de faire des choses pour que ça marche? Vas-y, je suis sûr que alors autant sur le temps, je savais éventuellement quoi dire. La chance... alors je ne sais pas si c'est une histoire de chance. Moi, je vais parler d'une histoire de... moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, est-ce que là, on peut associer la chance ou le hasard? Et dans le terme du travail, oui, en fait, par rapport à la temporalité, c'est quand même, on a quand même été tous un peu construits. Comment dire, peu importe ce qu'on attendait de l'amour, enfin, l'idée même quand on est enfant, qu'on a d'une histoire d'amour, c'est que ça dure. C'est quand même ça l'enjeu. Donc, effectivement, je pense que... Et en même temps, on sait que ça peut se terminer. Donc, en fait, on est toujours, me semble-t-il, c'est un numéro d'équilibriste permanent. Mais oui, je pense que c'est du travail, en fait. On ne peut pas considérer que les choses sont acquises. C'est du travail, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux personnes qui sont en train d'évoluer et pas forcément en même temps. Parce que c'est mouvant quand on parle de la temporalité. Pourquoi une histoire d'amour, c'est mouvant? Mais parce que il y a deux personnes qui sont en train de grandir, de bouger déjà chacune de leur côté et en même temps qui sont reliées aussi par l'histoire d'amour. Donc ça fait beaucoup de... Donc si on travaille pas, oui, je pense que malgré les histoires où il y a une espèce d'évidence, de connivence, je pense qu'il faut quand même un peu de ciment, de travail, je sais pas. Stéphanie, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans rencontre? Non, justement, là, la plupart des gens, en fait, c'est juste qu'ils formaient une équipe. Donc c'est comme s'ils avaient leur meilleur ami à côté d'eux, quoi. Donc souvent, c'était pas du travail parce que c'était justement la découverte de l'autre, et au fur et à mesure, ils tombaient de plus en plus amoureux.
ce que tu disais, c'est qu'en fait, c'était là, je pense à Nora qui disait non, mais c'est pas le début qui me plaît le plus dans notre histoire, c'est d'apprendre à se connaître et de dire mais cette personne, elle a fait ça, elle est extraordinaire et cette personne, je l'admire. Et donc souvent, c'était pas du travail pour les gens, c'était très naturel. Ils avaient des projets ensemble, comme avec ceux qui ne seraient pas en couple et qui ont des super projets de vacances ou qui aiment les mêmes choses, qui aiment les mêmes lectures, qui aiment l'opéra, et ils vont faire des choses ensemble. Et souvent, ce n'était pas du travail pour les gens que j'ai rencontrés qui vraiment étaient sur la durée. Ceux où il y avait du travail, souvent, c'est que justement, on parlait d'effacement tout à l'heure, parfois, du coup, il s'effaçait, et c'est pour ça que ça crée ce sentiment de solitude. Ce que j'ai retrouvé très souvent, c'est que justement, ils travaillent, et comme ils travaillent, ils s'oublient. Et du coup, ils sont seuls, mais ils ne veulent pas partir parce qu'ils veulent pas être, ils veulent pas se retrouver seuls, donc ils se mettent à bosser. Et du coup, la plupart des gens, justement, c'est là où ça devient des histoires malheureuses. Et il y en avait beaucoup de ça, parce qu'il y a du travail. C'est terrible de finir là-dessus, mais non, justement, c'est des projets. Bon, eh bien, écoutez, c'était pas du travail de vous écouter parler d'amour. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Je suppose que vous allez signer votre livre, et puis je crois qu'on va tous prendre un verre. Donc, là. Merci. Merci beaucoup. Merci.